généralement dans les médias français. Et enfin, je terminerai là-dessus, c'est vrai que tous les militants qui étaient apparus très dévoués à la cause durant la période juste avant le génocide et pendant le génocide sont apparus de plus en plus en 94, en 95. Je pense en particulier à des militants de l'association Survie, comme des personnes extrêmement partisanes, voire sectaires, pour ne pas dire carrément de mauvaise foi. Donc tout ceci, encore une fois, pour vous, cela semble être des évidences. Lorsqu'on est dans le milieu des ONG, lorsqu'on découvre un pays qu'on ne connaît pas, qu'on a à peine effleuré, lorsqu'on est confronté à une catastrophe de l'ampleur du génocide de 1994, remettre en cause les postulats dominants dans la presse, cela ne va pas du tout de soi. Mais néanmoins, toutes ces raisons m'ont amené à dire, tiens, l'affaire Neymana est intéressante, creusons, essayons de voir qui est vraiment Neymana et ce que l'on peut en dire. Deuxième point que je voulais aborder, et je vais parler un peu plus vite parce que vraiment je crois que nous n'aurons pas de temps pour le débat, comment faire cette enquête. Là je ferai plusieurs remarques. La première, c'est que c'est une enquête que j'ai menée de façon totalement indépendante. J'insiste sur ce terme, ce n'est pas mon travail. Oui, bien sûr, je suis journaliste historien, mais je ne vis pas de ceci. J'ai quitté Reporters sans frontières en tant que salarié à la fin de l'année 1996. J'ai travaillé ensuite pour un groupe de presse, mais dans une partie management, pas dans une partie éditoriale. Après, j'ai créé une start-up avec des amis. Ensuite, je rejoins le groupe Michelin, où je me suis occupé des cartes et guides. Et aujourd'hui, je m'occupe du développement durable dans le groupe Michelin. Donc, mes revenus, ma carrière, mes subordinations hiérarchiques ne sont pas dépendantes du Rwanda. Je ne suis pas marié à une Rwandaise. Je n'ai pas besoin d'un visa pour le Rwanda. Je ne gagne pas d'argent avec le Rwanda. Je peux donc écrire en totale indépendance. Vous avez compris que si je dis ceci, c'est parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, de tous ceux qui écrivent sur le Rwanda et de tous ceux qui se positionnent par rapport au Rwanda. Un jour, un universitaire renommé, dont je ne donnerai pas le nom, que j'avais au téléphone, qui venait de publier un article dans Libération, une tribune, je l'appelle, je lui dis, mais comment peux-tu écrire ceci? Tu sais bien que c'est faux. Tu sais bien que ce n'est pas la réalité. Et j'ai eu pour réponse, j'avais besoin d'un visa et d'un billet d'avion pour aller à Kigali. C'est, quand on sait ce qu'il y a derrière, vous le savez mieux que moi, c'est vraiment incroyable, stupéfiant. Donc moi j'ai eu la chance de travailler d'une manière indépendante, ma carrière ne dépend pas du tout du Rwanda. Ce livre, je peux vous le dire, c'est très clair, m'a rapporté jusqu'à présent, après 15 ans de travail, je ne sais combien de nuits, de week-ends passés sur le sujet, de centaines d'heures à interviewer les gens, m'a rapporté exactement 460 € quand j'ai signé le contrat avec Fayard, et encore 460 € quand le livre a paru. Donc vous mettez en rapport à peu près 900 € et 15 ans de travail. À l'heure, je n'ai jamais fait le calcul, mais ça doit être de l'ordre de 0,0001 centime de l'heure. C'est l'un des travails les moins bien payés. Et tant mieux qu'il n'y ait aucun lien d'argent avec cette enquête, parce que je peux dire ce que je veux, je suis le seul maître de cette affaire. La deuxième chose importante, à mon avis, c'est, et ça je dois à ma formation d'historien, d'avoir la possibilité de prendre le temps de revenir aux sources. Et c'est lié à l'indépendance. Lorsque vous faites un livre parce que c'est une commande ou parce que votre journal vous le demande, vous avez peu de temps. Vous devez travailler vite, vous ne pouvez donc pas retourner aux documents. Lorsque vous le faites sans aucune contrainte économique, eh bien si cela prend 1 an, ça prend 1 an. S'il faut 2 ans, il faut 2 ans. Ce livre, je l'ai terminé une première fois en 2000, je l'ai terminé une deuxième fois en 2003, je l'ai terminé de nouveau en 2007, je l'ai encore écrit en 2008, et je l'ai terminé exactement en juin 2010 pour la dernière fois. Il a été constamment réécrit. C'est vous dire à quel point c'est un travail pas rentable. Aucun journaliste travaillant dans un cadre professionnel ne peut s'offrir ce luxe, et j'ai eu cette chance. Et en travaillant sur les archives, cela m'a permis d'une part de relire et retravailler tout ce dont on disposait avant 1994, tous les documents qui avaient émergé avant les événements d'avril 1994, mais aussi tous les documents qui ont circulé à partir de 1994 et avant la création du TPIR. Beaucoup sont des documents fournis par des associations proches du régime en place à Kigali à partir de 1994, ou fournis par Ghassan Andoba ici à Bruxelles. Donc c'était des documents intéressants. Quoique documents de propagande, ces documents apportent un enseignement, permettent de décoder
certains éléments du discours. Et enfin, il y a eu l'apport, bien sûr, du procès mené par le TPIR. Alors, pendant tout un temps, avant l'ouverture du procès, le TPIR a collecté des documents. Il était impossible d'y avoir accès, sauf à avoir des entrées particulières dans les petits papiers des personnes impliquées dans le dossier. Mais une fois que le procès a commencé, on a vu apparaître de nombreux témoins, difficiles à identifier, avec bien sûr des faux témoins et des vrais témoins, de nombreux documents que seules les Nations Unies pouvaient se procurer, et tout ceci a enrichi considérablement la réflexion sur le dossier. On est passé d'un livre militant à un livre plutôt à caractère universitaire ou journaliste, à une recherche à caractère juridique et scientifique. Il a fallu pour cela énormément de temps, et heureusement nous avions le temps. Puis la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que ce qui a beaucoup aidé cette recherche, ça a été la multiplication des crimes commis par le nouveau régime. Pourquoi? Parce qu'à mesure que l'État FPR s'est durci, un nombre croissant de partisans du régime en place à Kigali à partir de juillet 1994 a eu intérêt à parler, à apporter des témoignages, à dénoncer des manipulations. Et ceci, encore une fois, a permis de faire émerger des documents, des preuves, des interprétations qui n'existaient pas auparavant. Et je dois le dire, je suis très content de n'avoir pas pu publier ce livre plus tôt, parce que j'aurais écrit certainement beaucoup de bêtises. Le temps, et c'est la chance de l'historien, est un atout extraordinaire pour approcher de la vérité. Et je dirais, si je ne voulais pas tout de suite arrêter la conférence, n'achetez pas ce livre, attendez encore 30 ans. Car il est trop tôt pour écrire l'histoire du Rwanda. Tous les gens dans cette salle sont à la fois des observateurs et des acteurs de cette histoire. Je ne suis pas rwandais, mais en un sens, j'en ai été aussi un acteur, puisque témoin directement impliqué. Or, l'historien a besoin de la distance, du recul. J'avais dit à Ferdinand Neymana, qui est aussi un historien, donc il connaît bien le problème, je lui ai dit, monsieur Neymana, je veux que vous compreniez que le livre final ne sera pas un livre militant. Même si nous ne sommes pas d'accord sur ce que je vais écrire, c'est un livre, mon seul but est d'écrire un livre qui pourra encore être lu dans 30 ans en se disant, avec les informations qu'on avait à l'époque, cette interprétation était raisonnable. Elle n'était peut-être pas parfaite, mais elle était raisonnable. Elle était suffisamment critique par rapport aux différentes sources pour commencer à construire un discours sur Neymana, sur le rôle des médias au Rwanda et sur l'histoire rwandaise. Bon, c'est le seul objectif. Alors maintenant, troisième point, les difficultés. Première difficulté, le manque de temps. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon travail à temps plein, c'est un autre travail. C'est un travail que j'ai mené le soir, le week-end, pendant les vacances, comme je l'ai pu. Et évidemment, plus on a de temps, plus on peut rencontrer de monde, plus on peut lire, meilleur est le résultat. Donc la pression du temps. Le manque de moyens. Pour bien mener ce travail, il aurait fallu pouvoir voyager un peu partout en Europe, en Afrique, aller rencontrer des personnes qui sont au Kenya, qui sont au Cameroun, qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs en Allemagne. Ça n'a pas toujours été possible. J'ai eu la chance de profiter de voyages pour des rencontres, mais pas autant que je le pouvais. Troisième problème, le silence, la peur des témoins qui sont au Rwanda et qui bien sûr ne peuvent pas parler, mais aussi la peur de ceux qui sont en exil, qui ne veulent pas compromettre les démarches qu'ils pourraient avoir entreprises pour obtenir un statut de réfugié, voire qui craignent les réactions de la communauté rwandaise. Vous savez mieux que moi, on ne fait pas parler un Rwandais spontanément sur un sujet aussi sensible. La marginalisation, lorsque en France, vous travaillez sur le Rwanda, vous publiez quelque chose et vous n'êtes pas dans la ligne dirigeante qui a été impulsée par quelques journalistes et quelques militants, vous êtes complètement marginalisé. Inutile de dire qu'à partir du moment où, à Reporters sans frontières, on a coupé les ponts avec certains chercheurs, et vous connaissez tous les noms, c'est fini, je n'ai plus été invité à aucune conférence, aucun débat, aucun article, puisque n'entrant pas dans l'idéologie officielle. Ça va même plus loin. Je vais vous raconter une anecdote qui est survenue, c'est-à-dire un an à peu près. Un colloque était organisé à l'EHESS à Paris, l'école des hautes études en sciences sociales, sur le thème de la réécriture de l'histoire rwandaise. Et ce colloque était animé par un expert en réécriture, chercheur à l'EHESS, José Kagabo, avec quelques invités universitaires. Colloque public, dans un lieu public, l'université française, je m'y suis rendu comme n'importe quel citoyen peut s'y rendre.
Eh bien, au bout de 10 minutes, j'ai été interpellé par José Cagabo, qui m'a accusé de tout un tas de choses, et j'ai été sorti de la salle manu militari. Ceci vous explique comment, à partir du moment où on n'est pas dans la ligne dominante, on ne peut plus participer à des conférences, on ne peut plus avoir accès à l'information, et cette marginalisation, bien sûr, est très dommageable à l'étude du sujet. Vraiment, je regrette que ces personnes n'aient jamais répondu aux demandes d'entretien que j'ai pu formuler ou aux questions qui se posaient. Bien entendu, lorsqu'on cherche vraiment la vérité scientifique, on ne ferme pas sa porte, ou alors c'est qu'on a des choses à cacher. Enfin, deux derniers risques. Le risque juridique, il existe. C'est un livre qui traite d'un homme qui est en prison, qui a donc des intérêts vitaux en jeu. Il a aussi une famille, une épouse, des enfants qui ont voix au chapitre, qui ont le droit éventuellement de porter plainte pour diffamation, pour calomnie, etc. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont mises en cause dans ce livre. J'ai cité tout à l'heure José Cagapo, Jean-Pierre Chrétien, Jean-François Dupaquier, il y en a d'autres, des personnes dont le livre remet en cause certaines prises de position, certaines interprétations, certains articles. Il faut faire attention, il y a un risque juridique. Et ce n'est pas un risque théorique. Vous connaissez tous l'aventure survenue au livre de Pierre Péan, Noir Fureur, Blanc Menteur, qui s'est traduit par 212 plaintes ici en Belgique et une plainte en France menée par SOS Racisme avec un procès en instance puis un procès en appel. Procès coûteux en argent pour l'éditeur, procès extrêmement coûteux en énergie pour Pierre Péan et pour tous ceux qui ont essayé de le soutenir dans sa défense. Tout ceci prend du temps et c'est bien le but. Quand un État mobilise ses réseaux d'influence et les associations qu'il soutient pour harceler judiciairement un auteur, le but c'est bien sûr de le neutraliser, de le paralyser, de lui faire payer cher sa prise de risque. Donc il y a le risque judiciaire. Et enfin le dernier, le plus surprenant des risques et la plus surprenante des difficultés, c'est tout simplement l'indifférence. Le temps passant, il faut le dire, l'opinion s'intéresse moins au Rwanda, pays trop compliqué, pays sur lequel on a beaucoup écrit dans un sens puis dans un autre, et il faut surmonter cette indifférence. À cet égard, encore une fois, je ne peux que remercier les éditions Fayard, qui ont publié les livres de Colette Brackman, qui ont publié les livres, et qui publient encore les livres de Pierre Péan, et qui publient ce livre, avec finalement, l'auteur est mal payé, mais je vous rassure, l'éditeur ne gagne pas d'argent du tout sur ces livres. Ça n'est pas parce qu'un livre comme celui de Pierre Péan a un énorme retentissement médiatique qu'il se traduit par d'énormes ventes en librairie. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Un livre peut être cité dans tous les journaux, mais personne ne l'achète. Ce qui est sûr, c'est que le procès Péan a coûté de l'argent à Fayard. Est-ce que le livre lui en a rapporté? Je ne pense pas. Ce livre qui est publié par Fayard, 1001 nuits, c'est Fayard, c'est la même maison d'édition. Certainement a coûté de l'argent, puisqu'il faut éditer, il faut une relecture juridique, il faut... Bon, je vous passe le détail. Est-ce que l'éditeur va gagner de l'argent? Non, je ne pense pas. Pourquoi le fait-il? Pour des raisons intellectuelles, pour des raisons politiques, pour des raisons morales, pour contribuer à l'enrichissement du débat sur ce sujet. Je dirais que c'est un livre de statut pour l'éditeur. Il veut montrer qu'il ne traite pas le sujet à la légère, il a ouvert un débat grave sur un sujet grave, et il continue à alimenter le débat en publiant des livres dont il sait très bien qu'il ne tirera pas d'argent, qui lui apporteront peut-être des procès, mais qui sont importants d'un point de vue politique sur la scène publique. Et ce livre a une certaine ligne politique. Fayard publiera demain le livre d'une personne qui aura une ligne politique différente, et tant mieux. Ça n'a aucun intérêt de ne publier que les livres d'une... Je suis le premier à le dénoncer, je ne vais pas ensuite dire qu'il ne faut pas publier des livres d'un tel ou d'un tel. Au contraire, c'est au lecteur à faire le choix. C'est au lecteur à lire et à se dire, mais cet auteur raconte n'importe quoi. Les faits qu'il monte en épingle ne sont pas représentatifs. Il ne peut pas prendre l'exception pour la règle. Il ne peut pas nier la règle. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire parce que tel individu qui manifestement été impliqué dans les massacres est parvenu à partir à l'étranger, à tromper les règles de l'OFPRA et avoir un statut de réfugié, ça ne veut pas dire que c'est arrivé à tous les responsables du massacre. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont eu l'asile politique sont forcément des gens en fuite parce qu'ils ont les mains sales. Oui. À un moment donné, le lecteur est tout à fait capable d'ouvrir ses yeux. Et c'est à lui à faire le choix, c'est à lui à dire qu'il apprécie le travail de cet auteur, qu'il n'apprécie pas le travail de cet auteur. Et c'est au journaliste à présenter l'ensemble du travail pour que le lecteur puisse faire son choix entre les différents documents.